Alors on va maintenant passer au dossier numéro 4. Vous recevez un patient de 45 ans en consultation qui vient vous voir en urgence pour un épanchement du genou gauche apparu il y a 48 heures avec impotence fonctionnelle quasi complète. Il a d'ailleurs dû ressortir une vieille paire de béquilles qu'il avait dans le placard. Vous notez comme antécédent une hypertension artérielle. Il a vu son cardiologue il y a 10 jours et le traitement a été changé pour l'Azilix Avlocardi. Tension artérielle est à 13,8. Il pèse 85 kg pour 1,65 m et la température est à 38,2. Son genou gauche est chaud, douloureux et le siège d'un épanchement de grande abondance. Son bilan biologique retrouve 12 000 blancs avec 80% de polynucléaires neutrophiles. La CRP est à 50. Par contre, ionogramme, créatininémie et bilan hépatique sont normaux. Les questions sont les suivantes. On vous demande à la première question quel diagnostic vous devez évoquer en priorité et pourquoi. À la deuxième question, on vous demande quels autres diagnostics peuvent être évoqués devant ce tableau. Ensuite, quel examen est nécessaire avant tout traitement et qu'en attendez-vous? À la question 4, une fois cet examen réalisé, quels autres examens vous pouvez proposer en première intention chez ce patient devant ce tableau? À la cinquième question, dans l'hypothèse que le diagnostic que vous aviez évoqué à la question 1 soit le bon, que devez-vous rechercher systématiquement? Comment? Et enfin, quel est l'agent pathogène le plus fréquemment en cause dans ce cadre-ci? Finalement, à la question 6, le laboratoire de garde, le bactériologiste, vous appelle pour vous dire qu'il existe un liquide articulaire qui contient des cristaux qui sont longs et filés, pointus et biréfringents en lumière polarisée. Quel est alors votre diagnostic? Sur quels arguments présents dans l'observation? Enfin, quel signe clinique absent de cette observation serait pour vous en faveur de ce diagnostic? À la 8e question, on vous demande quel est le traitement classique dans cette pathologie à la phase aiguë. Quel est l'effet secondaire le plus fréquent de ce traitement? Et quels sont les 2 moyens possibles pour l'éviter? À la 9e question, on vous précise qu'il existe, entre guillemets, un traitement de fond dans cette pathologie. Lequel? On vous demande si vous devez l'envisager dans l'immédiat ou éventuellement plus tard. Alors, première question, quel diagnostic devez-vous évoquer en priorité et pourquoi? Le diagnostic qui devait être évoqué ici en priorité est celui d'arthrite septique. C'est fondamental. Devant toute arthrite, en particulier si c'est une monoarthrite, s'il y a de la fièvre, toute monoarthrite fébrile est une arthrite septique jusqu'à preuve du contraire. Si vous aviez mis autre chose comme diagnostic, c'était 0 dossier. Quels autres diagnostics peuvent être évoqués? Bon, une fois que vous avez évoqué l'arthrite septique, pourquoi l'arthrite septique est à évoquer en priorité? Parce que c'est un problème de gravité et de risque vital. Les autres diagnostics qui peuvent être évoqués devant une monoarthrite avec un peu comme ça un tableau de fébricule et de syndrome inflammatoire. Principal diagnostic différentiel, c'est les arthrites microcristallines qui peuvent vraiment mimer des arthrites septiques, en particulier la goutte. Vous pouviez évoquer aussi le diagnostic d'arthrite réactionnelle qui peut se présenter avec une monoarthrite et un fébricule. Enfin, toujours dans le cadre des arthrites septiques, mais un peu à part l'arthrite à gonocoque, ici vous n'aviez aucun élément d'orientation pour ça. Et alors de façon réellement exceptionnelle, un rhumatisme inflammatoire débutant, mais vraiment exceptionnellement, peut se révéler par une monoarthrite avec un fébricule. Mais c'est tellement exceptionnel que j'ai pas mis de point pour cet item. À la 3e question, donc, quel examen est nécessaire avant tout traitement et qu'en attendez-vous? Donc, c'était en rapport avec le diagnostic de gravité que vous aviez évoqué à la question 1. Il fallait faire une ponction du liquide articulaire. Si vous aviez mis autre chose, c'était un 0 à la question.
Qu'est-ce qu'on attend d'une ponction de liquide articulaire dans une monoarthrite avec fébricule? On s'attend bien évidemment à retrouver un liquide inflammatoire, voire septique. C'est-à-dire à l'aspect macroscopique, toujours quand vous avez un liquide articulaire, vous le retirez du genou, vous regardez la tête qu'il a. Dans un liquide inflammatoire, il est souvent fluide et non visqueux, plutôt trouble et voire purulent dans les arthrites septiques ou les arthrites microcristallines. Ensuite, vous l'envoyez au laboratoire pour un examen cytologique et le diagnostic de liquide inflammatoire se fait sur le nombre d'éléments. Supérieur à 2000 éléments, c'est un liquide inflammatoire. Inférieur à 1000, c'est un liquide mécanique. Entre les deux, c'est un peu foireux, il faut l'avouer. Et alors, quand on a un liquide septique, c'est souvent, généralement, beaucoup plus de 2000 éléments, c'est 50, 100 000 éléments. Et dans ces liquides inflammatoires et surtout dans ces liquides septiques, ils sont composés à majorité de polynucléaires neutrophiles, éventuellement altérés dans la goutte, dans les arthropathies microcristallines et les arthrites septiques. Dans des vieilles monoarthrites de rhumatisme inflammatoire, vous pouvez avoir un peu plus de lymphocytes que ce que vous avez dans des liquides septiques. Enfin, le but est avant tout diagnostique, donc vous avez des éléments qui sont sur l'aspect macroscopique ou cytologique, parfois pas francs. Si votre liquide n'est pas purulent et que vous n'avez pas 100 000 éléments, que vous avez 5-6 000 éléments, de façon systématique, faire un gramme pour rechercher un germe direct, toujours mettre en culture, surtout s'il y a eu une prise d'antibiotiques avant. Éventuellement ensemencer des flacons d'hémoculture avec votre liquide articulaire pour sensibiliser cette ponction articulaire, et on a parfois des résultats, soit des résultats qu'on n'aurait pas eu positifs s'ils sont ensemencés au laboratoire, soit des résultats un peu plus précoces que ceux qui ont été ensemencés au laboratoire. Et enfin, comme on a dit que le principal diagnostic différentiel c'était les arthropathies microcristallines, vous faites une recherche de cristaux. Donc, dans une monoarthrite, devant tout tableau de monoarthrite, le premier examen à faire, c'est quand même la ponction de liquide articulaire qui vous oriente quand même grandement sur son étiologie. Dans une monoarthrite septique, c'est vital dans une monoarthrite fébrile, c'est vital de réaliser cet examen. Dans une monoarthrite, c'est très bien sur le plan de la recherche diagnostique, mais si elle est fébrile, c'est fondamental. Ça mérite vraiment, comme on a dit, 1-0 si vous ne l'avez pas fait. À la question 4, on vous demande quels examens, donc une fois le liquide ponctionné, vous proposez de faire en première intention. Donc on est toujours devant une histoire de monoarthrite fébrile, toujours l'arrière-pensée septique. Des fois, on n'a pas le résultat à la ponction du liquide articulaire, et dans ces cas-là, et donc de façon systématique, il faut faire des hémocultures, faire un examen cytobactériologique des urines, et si vous avez une orientation pour un problème type arthrite gonococcique ou réactionnelle, faire un prélèvement urétral, en particulier s'il y a un écoulement. Pour le diagnostic différentiel, vous faites surtout une uricémie, éventuellement une calcémie. Enfin, vous devez rechercher des lésions osseuses secondaires. Bon, avec 48 heures d'évolution, on trouvera probablement rien, donc vous faites quand même des radios de genoux, face plus profil, toujours bilatéral et comparatif dans un dossier de rhumatologie. Et enfin, dans l'hypothèse septique à la recherche d'un foyer, une radiographie de thorax. Donc, finalement, dans l'hypothèse que le diagnostic évoqué à la question, c'est-à-dire celui d'arthrite septique, soit le bon, que devez-vous rechercher systématiquement et comment? Enfin, quel agent pathogène est le plus fréquemment en cause? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? On doit rechercher une porte d'entrée. Dans tout dossier d'infectieux, que ce soit arthrite septique, érysipèle, ce que vous voulez, recherchez une porte d'entrée infectieuse. Souvent, une lésion cutanée, parfois
une infection urinaire, bien qu'on ne sache pas si l'infection urinaire est secondaire ou primitive. Et enfin, des infections génitales pour les arthrites gonococciques et pour les arthrites réactionnelles, sachant que l'arthrite réactionnelle ne survient pas en même temps que l'infection génitale. C'est pas une arthrite septique à proprement parler. Alors que l'infection gonococcique, elle, est une arthrite septique à gonocoque. On retrouve dans un cas sur deux le gonocoque dans l'articulation. Enfin, toujours dans le cadre d'une recherche de porte d'entrée, à l'interrogatoire, il faut savoir s'il y a eu un geste invasif récent. L'autre porte d'entrée ou localisation secondaire, on ne sait pas toujours, c'est de s'assurer de l'absence d'endocardite infectieuse par une auscultation cardiaque et une échographie cardiaque. Dans un dossier d'arthrite septique ou dans un dossier de spondylodicite à germe banal bactérienne, vous devez traquer l'endocardite infectieuse. Parce que ça peut être un foyer satellite de l'endocardite, ou alors l'endocardite peut être une greffe secondaire d'un foyer osseux. Ça dépend un peu des germes. Si vous avez une endocardite, si vous avez une arthrite à entérocoque, vous pouvez quand même vous demander si c'est pas un problème qui vient au départ d'une endocardite. Donc, toujours faire une auscultation cardiaque, et on demande quasi systématiquement, devant une arthrite septique ou devant un tableau de spondylodicite à germe banal, une échographie cardiaque. Enfin, le germe le plus fréquemment en cause dans ces arthrites septiques est le staphylocoque doré, parce que la porte d'entrée la plus fréquente est quand même une lésion cutanée, éventuellement que l'on a repérée ou passée inaperçue. Finalement, le bactériologiste de garde vous appelle pour vous signaler qu'il n'y a pas de germe, mais qu'il existe dans le liquide articulaire des cristaux qu'il vous décrit comme longs et filés, pointus et biréfringents en lumière polarisée. Quel est donc votre diagnostic et quels étaient les arguments présents dans cette observation en faveur de ce diagnostic ? Le diagnostic est celui de crise de goutte. On vous décrit, description du bactériologiste et caractéristiques des cristaux d'urate. Donc, on l'avait évoqué dans les premières questions, le principal diagnostic différentiel de l'arthrite septique devant une monoarthrite aiguë fébrile, c'est quand même l'arthrite microcristalline avec goutte ou chondrocalcinose. Quels étaient les facteurs de risque dans cette observation ? Tout d'abord, il s'agit d'un homme. Il y avait un surpoids, 85 kg pour 1,65 m. Et enfin, un facteur déclenchant évident qui est la prise de diurétique de l'anse. Effectivement, le Lasix avait été prescrit 10 jours auparavant et on sait que c'est un grand pourvoyeur de crise de goutte. Dans le cadre de la goutte, on vous demande quels signes cliniques qui étaient absents de la description de l'observation pouvaient être en faveur de ce diagnostic. La réponse était des tophus goûteux. Ces tophus sont des concrétions de cristaux d'urate de calcium et peuvent se situer à divers endroits. Les localisations classiques sont le lobe de l'oreille, les régions périarticulaires et tendineuses en général devant les genoux, au niveau des doigts, au niveau des coudes et classiquement aussi le tendon d'Achille. Ici, il était très peu probable que l'on retrouve des tophus goûteux parce qu'on n'était pas du tout dans le cadre d'une goutte chronique et ces tophus se voient dans le cadre des gouttes chroniques et sévères. Ici, c'était pas le cas, c'était une crise de goutte aiguë chez un homme qui a soit des facteurs de risque, mais qui avait aussi un facteur déclenchant évident qui était la prise de diurétique de l'anse. On vous demande ensuite, à la 8e question, quel est le traitement classique de cette pathologie à la phase aiguë, quel en est l'effet secondaire le plus fréquent, et quels sont les 2 moyens d'éviter cet effet secondaire. Comme vous avez dû tous le mettre, le traitement classique de la crise de goutte repose au plan médicamenteux sur de la colchicine.
La prescription habituelle se fait comme suit. 3 mg le premier jour, c'est-à-dire 3 comprimés, matin, midi et soir, puis 2 mg le deuxième jour, et ensuite 1 mg par jour. Parfois, on est obligé de faire 3 mg un peu plus longtemps pour les grosses crises. Le traitement doit être vraiment poursuivi pour un minimum de 10 jours, mais souvent bien plus. On associe des antalgiques, parce que la colchicine a un puissant anti-inflammatoire dans la goutte, mais il ne faut pas oublier que ça ne suffira pas, en particulier les premiers jours. Antalgiques, niveau 1, niveau 2, parfois niveau 3. Bien penser à faire boire votre patient hyperdurèse alcaline, donc on fait boire du Vichy ou des bicards pour éliminer et éviter des lithiases. Enfin, il faut proposer un repos avec une immobilisation relative du genou, mais pas une immobilisation en mettant un coussin sur le genou pour qu'il ait moins mal, parce que là, vous aurez un risque de flessum. Donc vous faites immobilisation relative avec, si possible, des mouvements de kiné isotoniques, type contraction quadriceps isotonique, et éviter de mettre quelque chose sous le genou pour lutter contre le flessum. Enfin ici, comme vous aviez un facteur déclenchant qui était la prise du Lasix, il ne fallait pas oublier de l'arrêter. L'effet secondaire, le principal effet secondaire, et c'est pas un mythe, de la colchicine, c'est la diarrhée. C'est quasiment systématique. Donc on a deux moyens pour l'éviter. Soit on associe des antidiarrhéiques, Imodium, soit on utilise le Colchimax, qui est l'équivalent de colchicine plus Imodium, mais tout dans un même comprimé. Mais quand vous donnez les 3 mg par jour, au début de la crise, le Colchimax, il contient un peu trop d'antidiarrhéiques. Donc, vaut mieux prescrire les deux séparément. Quand vous les prescrivez à grosse dose au début dans une grosse crise, comme c'était le cas ici. Enfin, pour certains, les AINS marchent aussi bien que la colchicine et n'ont pas ce problème d'effet secondaire de la diarrhée. Plusieurs équipes utilisent les AINS dans le traitement de la goutte, mais je crois qu'il faut quand même encore rester classique si vous avez un dossier de goutte à l'internat et de proposer la colchicine avec des antidiarrhéiques, on ne pourra vraiment pas vous en vouloir. Enfin, il existe un traitement de fond, et je mets bien de fond entre guillemets, puisqu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire chronique, mais bon, on pourrait apparenter ça à un traitement de fond dans la goutte, lequel est-ce qu'on doit l'envisager dans l'immédiat chez ce patient ici, et plus tard, si c'est pas dans l'immédiat. Le traitement que vous deviez évoquer, c'était donc le Zyloric ou l'allopurinol, qui est un hypouricémiant. Est-ce qu'on devait l'envisager dans l'immédiat? Dans l'immédiat, certainement pas. Vous êtes devant une crise aiguë de monoarthrite aiguë fébrile liée à une goutte. À la phase aiguë, il ne faut pas introduire d'allopurinol, parce que à la phase toute aiguë, ça risque d'aggraver la crise. Une fois que la crise est à peu près passée, ça risque d'en déclencher des nouvelles. Donc pas avant plusieurs semaines, voire mois. Donc pas à la phase aiguë. Et plus tard. Plus tard, ici, il n'y avait pas d'indication. Vous êtes devant une première crise de goutte qui survient dans des circonstances favorisantes avec un facteur déclenchant. Donc il n'y avait vraiment pas d'indication à prévoir pour plus tard un traitement par allopurinol. Il faudra voir si les crises se répètent. Et donc ce traitement n'est à envisager que si les crises se répètent. Et si donc vous êtes dans une goutte où il y a des crises qui se répètent, une goutte chronique, que vous décidez d'introduire un traitement par Zyloric dans les suites d'une crise, vous devez prescrire ce traitement avec de la colchicine ou des anti-inflammatoires, mais plutôt avec de la colchicine et une couverture de colchicine de plusieurs semaines à plusieurs mois avant de laisser le Zyloric seul. Donc, ici on avait deux dossiers en un, et qu'est-ce qu'il faut en retenir? Toute monoarthrite fébrile est une arthrite septique jusqu'à preuve du contraire.
Si vous avez un tableau avec de la fièvre, vous devez toujours évoquer une cause infectieuse. Même si le reste du dossier c'est pas ça, il faut l'évoquer parce que c'est celle qui est le plus à risque et à risque vital. Toujours dans le cadre septique, il est interdit, sauf on verra pourquoi, de débuter une antibiothérapie avant d'avoir réalisé les prélèvements bactériologiques et en particulier ici avant d'avoir fait une ponction articulaire. Si votre patient n'est pas septique en choc, il n'y a pas d'urgence à débuter les antibiotiques. Et si vous les mettez et que vous vous retrouvez devant un truc abattardi où on n'arrive pas à sortir le germe, et que notre antibiothérapie est probabiliste, on va d'abord taper sur le staph, sauf si on trouve une porte d'entrée et que c'était pas un staph, il va détruire son articulation et c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, on ne se sortira pas du problème septique, on n'aura jamais éliminé complètement les foyers, parce qu'on n'aura pas l'antibiothérapie adaptée, parce qu'on n'aura jamais eu le germe, donc il va détruire son articulation et on ne pourra pas la changer parce qu'il y aura toujours des foyers septiques. On ne pourra pas lui mettre une prothèse. Donc vraiment, ça doit être un message. On voit trop d'arthrites septiques qui ont été décapités par une antibiothérapie à l'aveugle, en ville, aux urgences, n'importe. Il est interdit devant une monoarthrite fébrile de ne pas faire une ponction articulaire. Et vous devez avoir le même raisonnement devant une spondylodicite infectieuse, en particulier à germe banal. Vous ne devez pas mettre d'antibiothérapie, sauf si votre patient est en choc septique, avant d'avoir fait les hémocultures et la ponction de biopsie disco-vertébrale. C'est exactement le même raisonnement. Parce que les foyers septiques osseux, on sait que si on n'a pas le germe et qu'on traite pas de façon adaptée, c'est des complications. Donc, comme on l'a dit, spondylodicite ou arthrite septique apiogène, pas oublier de faire les prélèvements, et aussi pas oublier de rechercher la porte d'entrée infectieuse, et de rechercher le foyer secondaire, c'est-à-dire l'endocardite infectieuse. Donc vous devez toujours caser à un moment recherche d'une porte d'entrée, et quand vous avez un dossier spondylodicite ou arthrite septique, vous devez aussi caser l'écho-cœur et l'auscultation cardiaque quelque part. Enfin, sur le plan de la deuxième partie du dossier, qui était un dossier de gouttes, vous devez savoir que le traitement hypouricémien, c'est-à-dire ici le zylorique, n'a pas d'indication après une première crise de gouttes, en particulier s'il existe, comme ici, un facteur déclenchant évident, comme la prise de diurétique. Donc voilà pour ce quatrième dossier.